Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le second tome de la duologie Sous les sabots des dieux de Céline Chevet, publié aux éditions du Chat Noir. Dans ce second tome, nous retournons à Scylla. Mais comme dans toutes les suites de romans, méfiez-vous des révélations que vous ne souhaiteriez pas entendre tout de suite. Quand nous retrouvons Annel, la fille et héritière d'une princesse d'os véritable qui fut de son vivant la grande prêtresse du temple céleste de Séorabol, elle est retenue plus ou moins captive par Ilquan, le hareng de sa majesté Kim Bok-min, le prince héritier. Ilquan est un Sulsa, un cavalier de la nuit, l'élite supérieure au sein des harengs. Il maîtrise l'espionnage, la dissimulation, l'infiltration, la manipulation et la diplomatie. Dans le dos du prince héritier, il cherche à mettre le seigneur Wang Bei sur le trône à la mort du roi Kim Chunchun. Ilquan a la peau tellement claire qu'il est surnommé l'homme poupée et peut narguer les premières neiges avec son teint et sa luminosité froide. Pour mener à bien son plan, il a aidé Annel à fuir le temple céleste au nez et à la barbe du guerrier et oncle de Bok-min, Kim Yushin. Dans son plan, Annel est un pion, mais un pion essentiel. C'est pourquoi elle n'a pas été brutalisée depuis qu'elle a rejoint ses rangs. Car oui, Annel a choisi de rejoindre le clan du dernier et ultime descendant du royaume de Gaïa, car les dieux de l'entremonde lui ont montré son destin et son impact sur son pays. Et ce, même si la chamane n'aime pas l'homme qui dirige les opérations, car il est censé représenter la fine fleur de Scylla en étant un Sulsa, en respectant le hareng, lui fait tout l'inverse en trahissant son roi et tous ceux qui ont perdu la vie pour le royaume ainsi que ses maîtres et élèves. Annel déteste cette part sombre d'Ilquan, mais ne peut s'empêcher de le trouver tout aussi attirant. Retenue au temple des 7 lotus de Toham, elle va devoir fuir avec le seigneur Wang Bei et Pirate, un fidèle d'Ilquan. Avant de lui expliquer le chemin à prendre, il annonce l'exécution de sa mère en représailles de sa fuite. Cette nouvelle attise encore plus la haine qu'elle voue au Sulsa, mais son absence de choix sur l'instant la contraint à se plier à son plan. Après s'être rendue à la salle de prière où elle y retrouve le désagréable Wang Bei, elle se dirige vers la porte des gardiens célestes, rejoint la grande cloche de bronze, puis une fois passée la première, puis la seconde enceinte, Pirate les attend non loin de la pagode de Dabo. Une fois sous sa protection, ils sortent du temple et cheminent dans la forêt. Après de longues heures de marche, ils font enfin une pause. Annel n'est jamais vraiment seule car depuis la mort du prince bâtard Mok, elle le voit et peut lui parler. Loin de lui en vouloir pour l'avoir dénoncé, ce qui a mis fin à sa rébellion et à sa vie, Mok lui tient compagnie dès que la solitude écrase son cœur. Annel digère la mort de sa mère et pense à sa jumelle Minli. Bien qu'elle n'ait jamais été proche, Annel s'inquiète de sa réaction quand elle apprendra qu'une fois encore, ses choix à elle lui ont ôté un être important. Pour l'heure, ce n'est pas le moment de s'appesantir sur son empoisonneuse de sœur ou sur sa responsabilité dans l'exécution de sa prêtresse de mère. Pirate, qui est un homme bavard, fait la conversation pour 3, et Annel, bien que semi-prisonnière, est consciente de la précarité de sa vie et l'aime bien. Wang Bei est impatient de marcher sur Scylla, mais sa force de frappe est encore trop faible. Grâce à Ilquan, il a certes récupéré les partisans encore vivants du prince Mok, mais face au roi Chunchu et au prince Bok-min, ça ne suffira pas. Les bonnes augures de la chamane sont encourageantes, mais elles non plus ne suffiront pas. Il doit patienter dans le repère des bandits de Gaïa en attendant que le Sulsa mette tout en place pour lui. Du côté de la cour, le roi Kim Chunchu se voit chahuté par les factions pro et anti-Tang, et peine malgré la présence de son fils Inmun à calmer les conflits. Bok-min, quant à lui, écoute les conseils avisés de son oncle Yushin et doute de plus en plus des décisions de son père le roi. Yushin cherche à démasquer l'espion qui a permis à Wang Bei et à Annel de fuir et tente de les retrouver sans résultat pour le moment. Étant militairement en opposition avec son roi, celui-ci ne lui prête plus guère d'oreilles et campe sur ses positions. Pour asseoir sa position irréprochable, Ilquan donne le nom du Sulsa responsable de la fuite des fugitifs au temple des 7 lotus, à Li Yu-jin, le Pungwolji. Cet ancien hareng est devenu l'officier instructeur, et en tant que fils du ministre de la guerre ayant fomenté le coup d'état avec le prince Mok, il est à la merci d'Ilquan. Enfin stratège, Ilquan n'a pas dénoncé les lits lors de la chasse aux sorcières ayant suivi l'arrestation et l'exécution de Mok. Et il a aussi gardé pour lui la liaison secrète que le hareng entretenait avec la jumelle empoisonneuse de la chamane.
celle-là même qui avait concocté le poison qui aurait dû tuer le prince Bokmin. Aujourd'hui, il sait que le Pongwolji est coincé. Soit il suit sans trop poser de questions, soit il se voit jeté en prison. En échange du lieu où se cache sa précieuse Minji, il accepte de le croire. Il apprend par la même occasion l'existence de son fils Wang Yo. Il-kwon fatigue de toutes ces intrigues, mais doit rester concentré s'il veut avoir sa vision et Wang Bei sur le trône. Pour l'heure, il doit convaincre le prince de réhabiliter la chamane comme grande prêtresse afin de redonner du poids à la famille royale aux yeux du peuple qui blâme encore le roi pour l'exécution de la grande prêtresse. Beokmin, qui ne voit pas d'un bon œil les choix de son père et qui, contrairement à sa femme la reine Jae-yui, ne croit pas en la force protectrice des préceptes bouddhistes, accepte la proposition de Il-kwon. De son côté, Hanol doit accepter au nom de son engagement envers les dieux et sera protégé et surveillé par Pirate qui sera son apprenti chaman. Hanol va retourner dans le nid de serpent qu'est le temple céleste et le palais. Une fois de retour, sa loyauté retournera-t-elle à la famille royale ou restera-t-elle tournée vers Wang Bei? Sa sœur et elle pourront-elles parler? Reconnaîtra-t-elle son neveu et son géniteur? Son destin continuera-t-il à dépendre d'Il-kwon? À vous de le découvrir par votre lecture. Un deuxième tome tout aussi riche, en action, en suspense et en découverte que le premier. Une plume très visuelle qui nous plonge littéralement dans un K-drama historique. J'adore. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 11 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.